Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Madame et Messieurs les modérateurs. Je remercie le Bureau de la Société de m'avoir associé à ces journées. Et sans tarder, on va commencer. Donc, je vais vous parler des types et des facteurs de risque des infections des SIED. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer actuellement. Donc, les SIED sont une pierre angulaire dans la prise en charge actuelle de nos patients. Ils améliorent aussi bien la survie que la qualité de vie de nos patients. Et durant les dernières années, il y a une augmentation importante de l'implantation le nombre d'implantations de SIED et de la complexité des appareils implantés, ce qui résulte à une augmentation, ce qui est le résultat d'une augmentation progressive de l'âge de la population. Et donc, devant cette augmentation de l'âge de la population et l'augmentation des implantations, on assiste à une augmentation du nombre des infections. Et comme vous voyez sur ces courbes, que le nombre de 1993 à 2008, le nombre des implantations des différents appareils évolue exponentiellement, suivi par le nombre des infections. Donc, c'est pour montrer la même chose entre 88 et 2015. Et on voit sur ces courbes que le nombre des infections augmente exponentiellement. Donc, les infections sont une complication très sérieuse des implantations de dispositifs intracardiaques et sont associées à une importante morbidité, mortalité et aussi un coût au niveau de la prise en charge, du coût de la prise en charge intra-hospitalière. Donc, vous voyez ici les coûts et l'évolution des coûts des prises en charge des patients avec une infection de SIED. Cette augmentation des coûts est due aux hospitalisations plus longues, les prix des matériels d'extraction et le prix des réimplantations. Et puis, un séjour moyen de plus de 17 jours, et ça coûte beaucoup plus qu'une endocardite sur valve. Donc, il est difficile de préciser exactement le taux des infections des SIED, mais selon des études rétrospectives et prospectives, les infections actuellement dans les études prospectives varient entre 0,6 et 1,3%, mais pour les registres rétrospectifs, c'est entre 2,3 et 3,4. Donc, pour les primo-implantations, la littérature rapporte un taux d'infection entre 0,5% et 1%, qui augmente de 1 à 5% pour les changements de boîtier et les upgradings. Le pronostic de ces infections est très fâcheux. Donc, ça augmente la mortalité à 30 jours de 5%, la mortalité à 1 an de 15%. Ça augmente 7 fois la mortalité à 30 jours si le matériel n'est pas extrait. Et plus de 95% des patients avec une infection de loge ou endocardite peuvent être guéris par une simple extraction du matériel et une antibiothérapie. Donc, le diagnostic précoce de ces infections et l'extraction dans les 3 jours résulte à une mortalité hospitalière plus basse. Les infections de SIED ont 2 mécanismes. Le plus commun, c'est la contamination des sondes et du générateur pendant l'implantation ou les manipulations pendant le changement ou l'upgrading. Et le second mécanisme, c'est une infection hématogène. Donc, selon les derniers papiers de recommandation de la Heart Rhythm Society et l'European Heart Rhythm Society, on peut distinguer 5 sous-types d'infection. Donc, selon les signes, s'il y a des signes d'infection de loge, s'il y a une végétation sur la prothèse ou sur la valve tricuspide, et selon la positivité ou la négativité des hémocultures. Donc, si on a des signes d'infection de loge avec des signes, c'est ce petit...
Donc, s'il y a des signes d'infection de la loge et des végétations à l'échographie, c'est une infection de loge avec endocardite sur sonde ou sur valve. S'il y a une végétation sans signe d'infection de l'os, c'est une endocardite liée au SIED sans infection de la loge. Pour les patients où on ne voit pas de végétation sur les centres et les hémocultures sont négatives, avec des signes d'infection de la loge, c'est la plus simple, c'est l'infection de loge isolée. Si les hémocultures sont positives, c'est une infection de loge avec une bactériémie. Si on ne voit pas de végétation à l'échographie et pas de signe d'infection, mais on a des paramètres qui indiquent une infection, c'est une bactériémie occulte. Ça, c'est des images qui vont nous montrer les différents aspects d'infection de loge. Vous voyez ici une loge tuméfiée avec des signes d'inflammation, rougeur, tuméfaction. C'est douloureux et c'est chaud à la palpation. Parfois, on peut avoir une déhiscence et une ouverture de la loge avec déhiscence du boîtier. Et ça, c'est l'infection qui a érodé la peau et a fait sortir le générateur. Là, c'est les moins graves, c'est une simple infection et un abcès des points de suture qui, normalement, répondraient bien à une antibiothérapie avec des soins locaux, mais sous surveillance. Ça, c'est une échographie d'une patiente qui a eu une endocardite sur sonde. C'est une insuffisance cardiaque après 14 mois de l'implantation, qui fait plusieurs décompensations et qui n'est pas bien contrôlée suite à des séjours itératifs aux urgences et des traitements diurétiques IV. Elle développe un tableau infectieux avec un état de choc septique et vous voyez la végétation collée à la sonde. Malheureusement, on a perdu cette patiente qui n'a pas été prise en charge à temps. Donc, pour les facteurs de risque, on voit que le nombre d'infections augmente avec la complexité des systèmes implantés. On a les moins graves, c'est les pacemakers et les défibrillateurs, tandis que les CRT, les infections pour les systèmes de resynchronisation sont plus importants. Pour la première implantation, la deuxième implantation, c'est encore plus important les taux d'infection et ça grimpe après la troisième ou plus de changement de boîtier. Les facteurs de risque liés aux patients qui vont augmenter le nombre d'infections, on observe ici l'insuffisance rénale qui est un facteur très important et qui augmente exponentiellement le nombre d'infections, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire et le diabète, bien sûr. Ce dernier papier de 2022 du registre danois, donc il a identifié les facteurs de risque liés à l'infection systémique et les infections au boîtier de la loge. Pour les infections de la loge, ils ont identifié que les reprises, les systèmes de resynchronisation, l'âge jeune, le sexe masculin et une ancienne chirurgie, les antécédents de chirurgie valvulaire comme facteur de risque d'infection. Pour les infections systémiques, c'est les conditions qui prédisposent déjà le patient à une bactériémie pré-implantation, de même les systèmes de resynchronisation, l'âge jeune, les reprises de gestes d'implantation, le sexe masculin et aussi la chirurgie valvulaire préexistante, probablement due à l'utilisation d'anticoagulants qui vont augmenter le risque de développer des hématomes qui risquent de se surinfecter. Donc ici aussi, on voit que l'utilisation de corticoïdes et la reprise très précoce sont deux facteurs très importants de
d'infection de SIED. Les comorbidités que le patient présente, les antécédents de malignité, le diabète, l'insuffisance rénale terminale, les atteintes de la peau, les hématomes post-opératoires, les réinterventions s'il y a un déplacement de sonde. Si on ne donne pas une antibioprophylaxie pendant le geste, c'est un facteur prédictif d'infection. Et la stimulation temporaire, la mise de sonde par voie fémorale en attendant l'implantation d'un pacemaker définitif. Bien sûr, la thrombose veineuse centrale aussi, à côté des sondes, ça expose à un risque plus important d'infection. Ça reprend les mêmes facteurs de risque, surtout le diabète ici, les antécédents d'AVC et les antécédents d'endocardite et bien sûr les systèmes complexes, les CRTD et les CRTP et les défibrillateurs. Donc, les facteurs de risque sont répartis en facteurs liés à l'hôte, facteurs liés à la procédure et les facteurs liés au device implanté. Donc, pour les facteurs liés à l'hôte, c'est les antécédents, c'est l'insuffisance rénale, le diabète, tous les facteurs qui vont donner une immunodépression, l'insuffisance cardiaque, l'anticoagulant, le patient sous anticoagulant, les patients qui ont des atteintes de la peau, et bien sûr la fièvre avant le geste. Les facteurs liés à la procédure, si une procédure se prolonge, s'il y a un hématome post-opératoire, si on doit se réintervenir, si l'opérateur n'est pas suffisamment expérimenté, si on a eu recours à un pacing temporaire, tout ça peut augmenter le risque du patient à développer une infection. Pour les device-related facteurs de risque, si la loge est intra-abdominale, si on va utiliser plus que 2 sondes, les systèmes complexes d'implantation, c'est-à-dire les défibrillateurs, les systèmes de synchronisation, ont plus de risques à développer une infection que les simples pacemakers. Ce dernier papier qui vient d'apparaître va mettre en revue la prise en charge et le diagnostic des infections sur SIED. Et là, vous voyez très bien, il résume les facteurs de haut risque d'infection et il reprend ici le jeune âge, les comorbidités, les antécédents d'infection sur SIED, si le patient a d'autres devices implantés, si on a révisé ou on a eu une autre procédure, la complexité du matériel implanté, si la procédure était prolongée dans le temps et si le patient s'est compliqué d'un hématome de la loge. Ce sont des très hauts risques, c'est des patients à très haut risque à développer des infections de matériel. Donc je termine par cette phrase et je pense que tout le monde se reconnaîtra. Donc on peut oublier les 100 changements de Poitiers qu'on a fait et que les patients ne sont pas compliqués, mais le seul patient qui s'est compliqué, on ne l'oubliera jamais parce que le processus de soins et le risque de mortalité est important. Et cette complication n'est pas une procédure à risque, mais c'est un risque à vie qu'on va prendre avec nos patients. Je vous remercie pour votre attention.